on commence avec ces JFK files. Parce qu'on a eu récemment des révélations de toutes sortes. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Tu étais obligé de mettre analyse profonde après ta blague sur la prostate. C'est fini les mémés, c'est fini. Il faut savoir segmenter dans ta tête. Il y a les moments où on rigole et il y a les moments où on travaille. Okay. Non, mais c'est surtout, tu sais, moi, je suis en train, dans ma tête maintenant, d'essayer de me concentrer parce que c'est tout un bordel, le truc, tu vois, les révélations qui sont dedans. Et dans ma tête, c'est très sérieux et ça parle de gouvernement mondial, de complot, de trucs. Et j'ai Nico qui me sort une blague comme ça, tu sais, c'est... Comment tu veux faire? Bonne chance. Depuis le temps, t'es toujours pas habitué. Non. Allez, on s'y met, les gars. On avait pas mal de révélations, notamment les dossiers Epstein qui ont été déclassifiés, qui finalement c'était rien du tout. Et on a vécu plein de situations comme ça où il y avait plein d'annonces qui étaient faites et on n'a eu rien du tout. Le problème que je vois moi souvent, c'est l'impatience et l'incompréhension. Parfois, il y a des choses qui sortent, c'est juste les gens ils ont des attentes. Et ce qu'ils attendent n'est pas du tout mentionné dedans, mais il y a quand même des révélations dans ce qui est déclassifié. Tu vois? Là, on a un de ces meilleurs cas-là où les révélations s'appellent les JFK Files, les dossiers JFK, sauf que ça parle très peu de JFK et beaucoup du contexte global de l'époque et des activités obscures de la CIA. Et donc, c'est sûr que si on cherche un document qui va dire JFK a été assassiné par un agent de la CIA qui était là et qui a fait ci et qui a fait ça, ça n'existe pas. Ce genre d'opération, elle ne laisse pas de traces derrière, aucune. Par contre, on apprend vraiment énormément de choses sur les activités de la CIA qui expliquent le contexte actuel. Le timing de ces révélations, il n'est pas pour rien. Et justement, ce soir, on va voir comment avoir un esprit critique et analyser les informations qui sortent en essayant de comprendre tout ce qui se passe, de toujours voir l'image de l'ensemble. Là, ce qui vient d'être révélé, c'est énorme et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors, on va regarder. Déjà, on va commencer par une petite vidéo qui montre que Trump voit un certain lien entre lui et JFK. Et du fait qu'il voit un certain lien par rapport à ce qu'il veut faire et ce qu'il a voulu faire JFK, du coup, il se base beaucoup sur ce que JFK a fait et sur ce qui lui est arrivé. Regardons ce que nous dit Mike Benz à propos de ça. La dernière chose que je dirais ici, c'est que j'ai eu une expérience personnelle étrange avec cela lorsque j'étais rédacteur de discours à la Maison-Blanche, car j'étais rédacteur de discours pour Trump. Il y a ce qui semble être une éternité maintenant. Mais j'ai eu une mission étrange une fois, où on m'a demandé de rechercher les citations de JFK à propos de ses propres généraux militaires et de potentiellement les intégrer dans un discours. Parce qu'à l'époque, en 2020, Trump craignait que son propre appareil militaire ne le trahisse en coulisses et il se demandait si JFK avait rencontré des problèmes similaires. Il voulait savoir ce que JFK pensait du fait que le Pentagone contournait les canaux du Conseil de sécurité nationale. Parce que le Pentagone est censé répondre au Conseil de sécurité nationale, tout comme le département d'État, tout comme la CIA. Ainsi, à bien des égards, on retrouve une sorte de miroir de Trump dans l'histoire de l'assassinat de JFK. Et ce que nous voyons maintenant est en quelque chose, une sorte de deuxième chance pour finir la mission que JFK avait commencé. Donc, Trump, clairement, il cherche ce qui se passait avec JFK et ses ennemis qui étaient dans l'armée, des militaires, les services de renseignement et tout ça, et il essaye de voir un petit peu ce qui se passait à l'époque pour essayer de se préparer pour ce que lui, il fait aujourd'hui, en fait. On est d'accord, c'est ce qu'il vient de dire Mike Benz. Et donc, on parle de ça parce qu'il y a un lien clair entre ce que JFK faisait et ce que Trump fait. Et en ayant ça en tête, maintenant, on va aller voir ce qui se passe avec les révélations qui étaient contenues dans les JFK Files.
Tout d'abord, l'assassinat de JFK. Concernant l'assassinat de JFK, on n'apprend pas plus que ce qu'on peut déjà trouver dans des livres qui parlent de cette histoire. Mais on observe les efforts de la CIA de créer un narratif qui blâmerait l'URSS et ou le Cuba. Donc vous avez ici ces documents qui parlent de John Garrett Underhill. Un bon exemple, c'est l'histoire de John Garrett Underhill Jr., qui n'est pas nécessairement une nouvelle révélation, mais c'est certainement un bon point de départ pour les novices, entre guillemets. Underhill faisait partie des services de renseignement. En fait, j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que maintenant, il faut éduquer toute une population pour qu'elle comprenne ce qui se passe. Et ce genre de manœuvres, des révélations de ce genre, elles sont parfaites. C'est pour ça, la première chose qu'on voit dedans, c'est justement une bonne façon d'informer les, entre guillemets, novices par rapport aux choses que les complotistes savent déjà depuis longtemps. Et par complotistes, j'entends les complotistes entre guillemets, ceux qui font pas confiance au narratif, quoi, tu vois. Donc, il y a quelque chose, ces révélations, elles ne s'adressent pas forcément à ceux qui savent déjà. Mais on peut quand même apprendre des choses, vous allez voir. Underhill faisait partie des services de renseignement militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, avait des contrats avec la CIA, et après l'assassinat de Kennedy, il a prétendu que la CIA était responsable. Underhill a affirmé que la CIA menait une opération de trafic d'armes et de drogue, que Kennedy l'avait découvert et que la CIA avait éliminé Kennedy avant qu'il ne puisse dénoncer l'affaire. 6 mois plus tard, Underhill a été retrouvé mort avec une blessure par balle derrière l'oreille gauche, ce qui a été considéré comme un suicide. Okay, donc, tu as un gars qui travaille... Voilà. Okay. C'est bizarre quand même, comme manière de se suicider derrière l'oreille gauche. Non, mais il est mort, peu importe comment il est mort. On avait parlé une fois de documents de la CIA qui conseillaient à ses agents comment faire pour assassiner des cibles en faisant croire qu'il s'agit d'un suicide, tu vois. Donc, si tu veux, même quand ça paraît probable que ce soit un suicide, ce n'est pas forcément le cas. Ils sont entraînés pour faire ça, pour que ça paraisse comme un suicide. Donc, peu importe. Alors, mais cette histoire, elle existait déjà dans des bouquins. C'est juste que maintenant, on a les documents officiels qui la confirment, si tu veux. Sinon, à propos de Lee Harvey Oswald, l'assassin selon la thèse officielle de JFK, il convient de mentionner le voyage de Lee Harvey Oswald à Mexico quelques mois avant l'assassinat. Oswald s'est rendu à l'ambassade soviétique au Mexique pour obtenir un visa et sa demande a été traitée par un agent des services de renseignement de l'URSS. Oswald était vraisemblablement à la recherche d'un visa pour fuir vers l'URSS après l'assassinat à venir. Certains éléments suggèrent qu'Oswald travaillait non seulement avec la CIA, mais aussi avec des services de renseignement étrangers, notamment l'URSS et Cuba, ce qui serait logique compte tenu de la guerre froide en cours, de la crise des missiles de Cuba, etc., etc. Une chose est sûre, Oswald n'était pas un tireur isolé. Une chose est sûre, Oswald n'était pas un tireur isolé, 2 fois. L'opération était hautement coordonnée et de nombreuses agences de renseignement étrangères et nationales étaient impliquées à un degré ou un autre. Et donc, vous voyez cette histoire avec son voyage, de voir des agents et tout, que ça donne l'impression qu'il préparait un narratif pour dire hey, c'est la faute de la CIA. C'est la faute de la Russie encore, de l'URSS, quoi. Ouais, des communistes, quoi. Et Cuba aussi, mais on comprend l'idée. Ouais, c'est l'ennemi, quoi. Et cet ennemi qui a justifié justement toutes les choses qu'on va voir ce soir. Plus je lis, nous dit Clandestine, qui est quelqu'un qui analyse de façon très pertinente les situations et qui en suit depuis maintenant le début. Plus je lis, il dit, plus j'envisage la possibilité que la CIA ait essayé de faire porter le chapeau de l'assassinat de JFK aux soviétiques / cubains afin de brouiller les pistes et de créer une guerre plus large. Il semble que la CIA ait essayé d'établir l'idée qu'Oswald était lié aux soviétiques cubains. Après la mort de JFK, Lyndon Johnson a intensifié la guerre du Vietnam et a donné à la CIA sa prochaine guerre pour blanchir de l'argent. Une guerre que JFK ne voulait pas. C'est important, dans ces documents, on voit que la CIA elle aime bien les guerres.
ok? Et on a parlé dans le live récemment, l'industrie de la guerre exposée, c'est que le complexe militaro-industriel gagne énormément d'argent quand il y a une guerre. De ce fait, c'est dans leur intérêt à ce qu'il y ait des guerres. C'est pour ça qu'il y a des politiciens... Comment ? Je sais pas si c'est en live qu'on en avait parlé ou si j'ai vu ça ailleurs, mais il me semblait que quelqu'un de crédible, alors excusez-moi, je n'ai pas les références, affirmait qu'en fait, on constatait qu'en gros, le complexe militaro-industriel exigeait des États-Unis 50 milliards de dollars par an pour faire une guerre. Et donc, en fait, il a fait un lien entre le fait que lorsque l'Afghanistan s'est terminé, hop là, on a eu l'Ukraine. Okay, et en fait, il y avait encore un certain nombre de liens qui étaient faits. Et en fait, on aurait cette espèce de dépense continue de 50 milliards. C'est le budget que le complexe militaro-industriel exige pour faire ces trucs, quoi. C'est... Ouais, ou que c'est des guerres que le complexe militaro-industriel provoque à travers les services de renseignement pour gagner beaucoup d'argent et mener à bien leur mission d'infiltration, de corruption, de détournement, de contrôle du narratif, etc., etc. C'est pour ça, quand vous voyez aujourd'hui l'UE dire « oui, il faut se préparer pour la guerre, machin et truc », entendez « oui, il faut acheter des armes ». Pourquoi ? Parce que le complexe militaro-industriel veut aller encore plus loin dans ses missions. Et actuellement, les États-Unis, ils ont coupé les fonds, donc il faut créer des guerres, il faut que ce soit une autre entité qui crée la guerre. Et en ce moment, c'est l'Union européenne, avec en tête l'Allemagne et la France. Et les Anglais qui sont en train vraiment de mettre le feu, quoi. Donc, toutes ces choses-là, elles sont même pas faites. Le pire, c'est que ces guerres-là, elles sont même pas faites parce qu'il y a vraiment une confrontation, etc. C'est juste fait pour gagner de l'argent et gagner de l'influence. Et du pouvoir. Et mettre du chaos, c'est-à-dire prendre par la même occasion tous les peuples et leur mettre une espèce de botte sur la tête en leur disant de toute façon c'est le Covid, de toute façon c'est la guerre, donc de toute façon on fait ce qu'on veut, de toute façon vous n'avez rien à dire. Parce que la ramification de ça, elle est bien plus complexe. C'est-à-dire que tu fais des guerres, tu emportes des drogues ils sont consommés par la population, ça crée de la criminalité, ça crée des réseaux. Ça crée des réseaux de combat anti-drogue, ça crée des institutions d'État qui commencent à être dépendantes parce que c'est justement les trafics continuent parce que sinon ils perdent leur emploi. Bref, ça crée une nouvelle façon de fonctionner pour l'État de plus en plus autoritaire, dictatorial et tyrannique. Et après, oui, donc tu as la reconstruction. Une fois que tout est rasé, il faut reconstruire, donc des contrats, donc des milliards à se faire. Donc, alors, une fois que tout est rasé... il faut tout reconstruire, il te faut aussi un sauveur. Donc, le sauveur en question, c'est en général un politicien pro-américain. Voilà. Aussi et entre parenthèses, puisque là, on est en train de faire un petit peu le vite fait, un petit tour de tous les différents agendas qu'il pourrait y avoir. Si tu as comme objectif de faire, mettons, de Paris une ville de 15 minutes, ok, comme on sait que c'est un peu dans leur plan de faire ça dans un certain nombre de villes. Faire ça sur un terrain vague qui a été pilonné façon Gaza, c'est plus facile en fait. C'est plus facile de mettre en place ces nouveaux agendas de contrôle des populations, de contrôle des déplacements et tout ça. Après une guerre, après un incendie, après ce genre de catastrophe qui arrive, quoi. Ouais, c'est aussi plus facile psychologiquement parce que les populations, elles sont terrifiées. Elles sont prêtes à accepter tout et n'importe quoi pour sortir de ça, justement, tu vois. Donc, bref. Alors, pour revenir à l'analyse clandestine, la CIA a tenté d'entraîner directement les États-Unis dans une guerre à Cuba. JFK a refusé de la faire, puis il a évité une guerre nucléaire. La CIA a ensuite tenté d'entraîner directement les États-Unis dans la guerre du Vietnam, ce que JFK a refusé de faire. JFK n'a eu de cesse d'empêcher la CIA d'utiliser son modèle économique, également connu sous le nom de guerre. C'est le modèle économique de l'État profond, c'est la guerre. Et ils ont besoin des guerres pour pouvoir mener à bien leur mission, en fait. Sinon, ils n'ont pas assez de fonds parce que ça coûte cher un complot. Un complot mondial, surtout. Attends, je continue un peu, parce que je suis encore sur l'idée précédente là, des différents agendas de guerre. Quand tu as des guerres, tu as aussi des réfugiés. Quand tu as des réfugiés, tu as des déplacements de population. Quand tu as des déplacements de population, tu as des enfants qui disparaissent. Voilà. Ouais, non mais il y a vraiment plein de façons de voir. Et je pense que tout le monde le sait. On sait qu'il n'y a rien de mieux pour relancer une économie qu'une guerre. Enfin, je veux dire, il y a le monde qu'on a créé. Il est tellement corrompu que une guerre pour lui est une bonne chose
Même si pour les populations, ça veut dire la mort, la souffrance, la famine, la destruction, tout ça. Et donc, ce monde-là, c'est pour ça qu'on dit que ce monde-là, il n'est pas humain. Il est inhumain, tu vois. Donc, c'est important de prendre en compte ce qu'on est en train de dire aussi dans l'axe vertical, quoi. Et pour revenir, dans tous les cas, les Soviétiques n'ont pas profité de l'assassinat de JFK, mais la CIA, elle en a profité. La situation géopolitique des Soviétiques n'a fait qu'empirer après la mort de JFK et la CIA n'a cessé de gagner en puissance. Pourquoi? Parce qu'ils disaient « Ah, regardez, les méchants russes, ils deviennent plus forts, alors on doit se renforcer. Donnez-nous plus de budget. » Tu vois? Et on avait parlé de tout ça dans la série la CIA et l'OTAN aussi, entre parenthèses. Je veux dire, un des grands gagnants de cette histoire-là, c'est la CIA, qui est finalement une autre branche du Deep State. Comme la CIA est un bras du Deep State, l'OTAN est un autre, quoi. Alors, c'est connecté, en fait. C'est connecté. Ouais. Si l'OTAN est la bête, la CIA est une des têtes. Oui, complètement. Ouais. Ou une des cornes, peut-être, parce que ce sont des autorités, justement. La CIA peut-être une des cornes. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'entends ton discours. J'aimerais pas que les gens voient que la CIA est spécialement quelque chose de central ici. Comme tu dis, la CIA, c'est une des cornes d'un ensemble qui est beaucoup plus multiforme. Oui, avec mais quand même, oui, mais quand même avec un des rôles les plus importants, Rudy. Ah, bien sûr. Un des rôles les plus importants, c'était je ne le nie pas. Parce que ils avaient justement, aux États-Unis qu'on a la machine à imprimer l'argent, hein, avec lequel ils pouvaient imprimer à volonté et financer leur mission. Avec les guerres, et le complexe militaire industriel était surtout installé aux États-Unis. Donc, si tu veux, c'est quand même la CIA, c'est CIA, FBI, ce sont deux grosses cornes, en fait, tu vois. Donc, voilà. Alors, on avait parlé justement de tous ces sujets-là, et surtout dans le modèle économique du monde dans lequel on vit, qui est le modèle de la guerre. Parce que ce monde est dominé par l'industrie de la guerre, le complexe militaire industriel. Et tout est une question d'argent. Et je répète encore une fois, aujourd'hui, si vous entendez les tarés qu'on a au gouvernement et les collabos qu'on a dans les médias parler de guerre, ils ne sont pas conscients, en fait, qu'ils vont avoir ce qu'ils demandent. Parce que pour eux, ça ne peut pas arriver. Et ils disent ce genre de choses juste pour débloquer des fonds pour acheter de l'armement. Comme ça, cet argent, il peut être utilisé pour les opérations secrètes. Enfin, bref. Bref, allez, on avance. Tout est une question d'argent, finalement, et de pouvoir et d'influence. Alors, donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau sur l'assassinat de JFK, si ce n'est que les détails concernant le narratif qu'il voulait monter pour accuser la Russie et ou le Cuba. Cela rappelle ce que fait le narratif maintenant, mettant tous les maux de la terre sur le dos de Poutine et de la Russie, et en les utilisant pour justifier tout et n'importe quoi. Tu vois, le mime. Est-ce que vous les voyez, ces Russes, dans la pièce qu'on a vu tout à l'heure? C'est un peu, voilà. Même méthode, même bouc émissaire. Maintenant, on commence aux choses qui ont été quand même révélées dans cette histoire-là. Et là, on se concentre, les garçons. Quelques pages juteuses du dossier JFK, Califano Papers, décrivent l'utilisation par la CIA de la guerre politique et psychologique pour étendre son influence pendant la guerre froide. Ces dossiers décrivent le plan de la CIA visant à pénétrer toutes les radios et télévisions de tous les pays concernés afin de lutter contre l'influence de l'URSS et de la Chine. D'accord? Donc, prendre le contrôle... Pour ce qui nous concerne chez nous. Hein. Quelque chose comme ça. Ce cahier des charges devrait sembler familier à tous ceux qui viennent de vivre les 8 dernières années et qui ont vu comment le réseau médiatique USAID et /Soros a contrôlé la quasi-totalité des médias du monde entier pour diffuser de la propagande. On parlait combien de 9000 journalistes dans le monde, combien de stations, genre des milliers de stations télé, enfin de médias qui étaient financés par USAID, pour diffuser de la propagande afin de pouvoir procéder à des changements de régime comme en Ukraine. Et on a appris avec USAID que 9 stations de TV sur 10 étaient financées avec USAID. Quand même, hein. Mais bon, c'est l'ingérence russe le problème. Oui, c'est ça. Il y a tellement de parallèles. Mais la propagande russe est en train d'influencer les esprits en Europe. Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de parallèles à faire quand même avec aujourd'hui. Non? C'est-à-dire pas que des parallèles, en fait. C'est la même situation, en fait. C'est la même situation qui a perduré et qui s'est amplifiée depuis les années 60, quoi. Donc, oui, mais regarde, avec la sortie de ce document-là, ils sont en train de dire à la population que ce que les, entre guillemets, complotistes disent à propos du contrôle de la CIA est peut-être vrai aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était vrai. Ouais, d'accord. Donc, mets-toi dans la tête de quelqu'un qui n'est pas pro-Trump, qui n'est pas complotiste, qui regarde la télé, qui croit que tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Et il apprend ces choses-là de la CIA. Tu vois. Ah bon, il faisait ça? Parce que maintenant, il commence à parler de ça. Tu sais, ça commence à être un sujet de conversation, les opérations de la CIA. Et avec ça, il va se dire, putain, il faisait ça quand même à l'époque, c'est fou, hein. Et du coup, tu peux te dire, et comment tu sais qu'ils font pas ça maintenant, en fait? Surtout, je veux dire, c'est la question que tu poses, elle est très gentille. Une question un peu plus, à mon avis, rentre dedans pour être, qu'est-ce qui, selon toi, justifierait qu'ils ne le font plus aujourd'hui? Quelle a été la rupture qui fait que ce qu'ils faisaient avant, ils ont décidé de plus le faire? Qu'est-ce qui s'est passé à quel moment? Encore mieux, c'est clair. Tu vois? Parce que là, si on regarde, on a l'impression, avec l'Ukraine, la Syrie, de voir exactement les mêmes choses, en fait. Ouais, exactement, ouais. Alors, j'ai traduit quelques extraits. On va peut-être pas les lire tous. J'ai mis en noir, en foncé, ce que j'aimerais lire. C'est un rapport sur l'utilisation de la radiodiffusion par la CIA pendant la guerre froide. C'est un mémorandum pour chef, guerre politique et psychologique. D'accord? Donc, les guerres psychologiques, guerres de 5e génération, tout ça qu'on parle, là, on a les documents qui le prouvent. OK? La politique exposée dans le mémorandum 6 juin a été approuvée par le directeur adjoint chargé des plans qui a ordonné les actions suivantes. Entreprendre en collaboration avec chaque division générale une analyse pays par pays de tous les systèmes indigènes de radiodiffusion et de télévision afin d'élaborer des plans pour leur pénétration lorsque cela est possible et ou une explication lorsque cela ne semble pas réalisable. Et après, la suite, c'est comment faire pour y parvenir, en fait. Et vous avez ici les extraits, si vous voulez. Et si vous voulez les originaux, vous pouvez cliquer ici sur le bouton et vous allez sur le site archive.gov, file, machin, c'est la source officielle, ok? Et pourquoi je mets la source officielle pour chaque chose que j'avance? C'est parce que j'ai vu plein de posts sur X dire « Ah, regardez, ça sort des JFK Files. » Et en fait, c'était des conneries. Ça venait pas de là-dedans. Et du coup, si vous lisez des choses sur Internet, faites très attention. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il a trouvé quelque chose dans les JFK Files que ça veut dire que c'était bien dans les JFK Files. Il y a beaucoup de frameworks d'armes en ce moment pour induire en erreur, pour ridiculiser ceux qui cherchent. Oui, Rudy. On peut insister un petit peu sur ce sujet parce que il y a un des narratifs qui est beaucoup sorti pendant ces histoires de JFK Files, qui était sur l'implication du Mossad et d'Israël. Ok. Pour l'instant, on n'en a pas parlé. On a un peu parlé, nous, avec Léo, avant qu'on rentre à l'antenne. Et effectivement, il y aurait un certain nombre des documents qui sont avancés qui ne sont pas dans les JFK Files. Est-ce que ça veut dire que la CIA et le Mossad ne sont pas impliqués? Pas du tout. C'est pas ça mon point. Ce que je voulais dire, et c'est ça le début de la conversation qu'on avait initiée, c'était que voilà. Admettons que le Mossad soit impliqué. Ça aurait des répercussions majeures en termes de géopolitique et de relations entre Israël et les États-Unis, qui auraient des répercussions énormes sur toute la géopolitique mondiale, dans un contexte de poudrière que l'on connaît en ce moment, surtout au Moyen-Orient. Okay. Admettons que ce soit vrai, que le Mossad soit impliqué. Okay. Si vous êtes le responsable du damage control du Mossad, qui dit bon, ok, on a des trucs qui sont incriminants pour les services secrets israéliens qui sont sortis, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de mitiger ce désastre? Moi, ce que je ferais si j'étais à cette position-là, c'est que justement, je diffuserais beaucoup de documents incriminant le Mossad, qui seraient soit des faux, soit des documents qui ne seraient pas dans les JFK Files. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, ok, t'as des posts qui font le buzz. Ah, regardez, implication du Mossad, implication de ceci, implication de ça. Il suffit qu'une personne de gros calibre, style Candice Owens, Joe Rogan et tout ça, pointe un document comme ça.
et que ce document, on apprenne le lendemain qu'en fait il était faux, que c'était un fake, et tout le narratif est discrédité. Tout le narratif de l'implication du Mossad dans cette histoire-là serait discrédité. Donc, la raison pour laquelle moi j'ai demandé à Léo... Du coup, le jour où ils sortiront les documents qui montrent la vraie implication du Mossad, là, non, c'est débunké depuis longtemps, cette histoire-là. Voilà. Comme ils ont fait tellement de fois... Sur les vaccins, notamment, sur le bref. Mais non, ça cause pas l'autisme. Regarde, il y a une étude qui a été débunkée et tout le monde se sert de cette étude pour ne pas parler d'un sujet qui, pourtant, il y aurait des choses pertinentes à en dire dessus. Donc, et là, je suis 100% d'accord avec Léo, il est essentiel d'être très très vigilant à ce qu'on reposte, à ce qu'on partage, à même ce qu'on croit dans ces dossiers-là. Moi, par exemple, j'ai pas fait le boulot en détail. Je suis pas allé, j'ai pas eu le temps là de mettre mes mains là-dedans. Donc, je suis complètement d'accord avec cette politique de précaution, même si c'est un côté décevant. Et après, lorsqu'on aura terminé l'analyse de Léo, je vous dirai un petit peu la petite analyse que moi j'ai fait dans ma tête et on pourra en discuter, vous me direz ce que vous en pensez, les copains. On fera ça au fur et à mesure. Si tu vois que c'est le bon moment, vas-y. Alors, la CIA, là je lis un autre extrait. La CIA dispose de plusieurs techniques pour utiliser la radiodiffusion dans le cadre de sa mission de guerre psychologique secrète. C'est écrit ici, là, dans la 4e page. Donc, ici, là, Psychological Warfare, voilà. Donc, A. Diffusion internationale clandestine sur des fréquences fixes sous le couvert de groupes d'immigrés contrôlés secrètement. Et après, ils te disent comment ils parviennent. Je n'ai pas compris. Diffusion interne. Donc, en gros, tu as des radios amateurs qui diffusent de l'information, mais en fait, c'est pas des radios amateurs, c'est des groupes infiltrés par la CIA. Ok, d'accord. Exactement. Ouais, il y en avait, en fait, ce qui est... Ouais, vas-y, Nico. Ces gens, c'est les Cubains qui sont partis du Cuba et qui diffusent pour Cuba et disent attention, vous vous êtes maintenus dans une dictature par Fidel Castro. Bon, ce qui est vrai, mais ils prétendent être des Cubains. Mettre ce qu'ils veulent, c'est ça que veut dire cette phrase. Voilà. B. Nous, on avait les mêmes choses aussi en Albanie. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est parce que moi, je me rappelle, j'ai vécu cette partie-là. Tu sais, je suis 42 ans, enfin voilà quoi. En Albanie, on avait encore affaire avec ça. L'influence américaine, elle était très claire en Albanie. Et il y a un média que nous, on écoutait beaucoup, qui, en Albanie, en tant que média libre, tu vois, qui était la voix des États-Unis. Tu vois, et maintenant, apparemment, c'est impliqué avec USAID et tout ça aujourd'hui. La voix des États-Unis, tu vois. Et donc, mais attends, juste si on reste sur ce point là, ça m'a frappé là, mais si on remet le texte à l'écran, s'il te plaît, Thierry. Ce truc, la diffusion internationale clandestine sur des fréquences fixes sous le couvert de groupes d'immigrés contrôlés secrètement, c'est exactement le protocole d'ISARM. Tu remplaces émigré par complotiste, c'est exactement le protocole d'ISARM. Il y a des gens qui se présentent comme des résistants ou comme des gens qui sont en dehors et qui ont des informations à vous révéler, tu balances la propagande que tu veux pour... c'est ça, moi je reste sur ce que tu disais au tout début de l'analyse, c'est les parallèles entre la situation, enfin c'est même plus des parallèles là, c'est exactement la même situation à tellement d'égards, c'est impressionnant. Devine qui était l'ancêtre du framework d'ISARM. C'était un programme qui s'appelait Attaque de Mitre. Mitre, c'était cette institution qu'on avait dit matrice, et ça veut littéralement dire matrice en grec, qui a commencé son existence fin des années 50, début des années 60, pile dans cette période-là. Et donc, ils avaient déjà, eux, leur programme. Framework d'ISARM, c'est la descendance de ça. Tu vois, les liens, ils sont là quand même. Alors, émission, on avait parlé de tout ça, je ne me rappelle plus dans quelle émission, mais c'est dans la série Révélation et dans les trucs Framework d'ISARM qu'on avait abordé. Alors, B. Émission quasi clandestine en nom de mouvements de résistants fictifs ou captifs, utilisant une puissance relativement faible et une technique de communication de fréquence pour éviter le brouillage. Donc ça, c'est une autre façon d'infiltrer. Hein? Technique de commutation. Oui, non mais c'est une technique aussi de commutation de fréquence pour éviter le brouillage. Bon, en gros, ils évitent les brouillages, ils peuvent continuer à communiquer, ils se font passer pour des résistants, c'est exactement la même chose que le point précédent et c'est exactement la même chose que le protocole d'ISARM.
avec une façon d'éviter à ce qu'il soit bloqué par le brouillage. Subventionner les émissions religieuses non politiques, mais anticommunistes. Donc, ça veut dire, les religions, on l'avait dit avec le document NSC 1048, je sais plus comment, 1002, que la CIA menait ses opérations psychologiques secrètes tout autour du monde. Eh ben, on parlait de l'utilisation de la mafia dans ces États-là, tu vois. L'utilisation des politiciens corrompus, l'utilisation des médias, mais aussi des institutions religieuses. Et si vous regardez ce qui s'est passé pendant le Covid, vous m'excuserez, mais l'écrasante majorité des églises forçaient le masque aux gens qui allaient à l'église. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, et puisque tu parles de ça, tu as mentionné la mafia. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants sur... Parce que la mafia, il y avait une connexion quand même importante entre JFK, enfin l'administration JFK et la mafia. À un moment donné, il s'est approché d'eux pour finalement les lâcher derrière. Donc en fait, il a essayé de les manipuler pendant que eux croyaient qu'ils étaient en train de le manipuler. Il y avait une relation complexe entre la mafia et l'administration Kennedy. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties intéressantes? Pas encore. Okay. Mais ça continue parce qu'il y a beaucoup de dossiers et justement il y a beaucoup de gens qui demandent à l'IA et l'IA ne l'analyse pas. Elle ne fait pas une analyse suffisante pour faire des liens et elle va pas chercher plus loin que ce que tu lui demandes. Donc à moins que tu lui poses la question parfaite, tu n'auras pas vraiment de réponse derrière, tu vois. Et donc en fait, tu as 13 500 pages qui ont été déclassifiées en plus aujourd'hui. Il y a Napoléon. Ouais, justement, et ça va continuer. Ouais. Et ça va continuer. Okay. Et tu peux pas lire 13 500 pages par un humain. Beaucoup le font. Et donc, du coup, clandestine, c'est pour ça que j'ai regardé ses posts, parce que lui, il est en train de se taper les trucs à l'œil. Pas avec des IA ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que là, il y a d'autres choses qui sortent. Et ce qui sort là, il peut être trouvé dans les documents officiels. Et c'est du sérieux. C'est vraiment... Écoutez le dernier point. Le dernier point, comment il voulait faire pour prendre les contrôles, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Par une pénétration ou un soutien clandestin, manipulation des systèmes nationaux de radiodiffusion du monde libre dans le but de renforcer les missions anticommunistes vers l'orbite et ou de les inciter à adopter vers l'orbite, c'est-à-dire les éjecter, de les inciter à adopter une attitude anticommuniste et pro-occidentale plus agressive dans leurs services nationaux. Manipulation du narratif, tu vois, encore une fois. C'est-à-dire beaucoup de choses qu'on sait à propos de l'URSS. Je dis pas que c'était bon l'URSS parce que je viens d'un pays comme ça et c'était vraiment de la merde, ok. Mais par contre, je dis que les raisons derrière cette merde-là, c'était peut-être pas les raisons qu'on nous a dit. Peut-être que les dictateurs, c'était pas des méchants dictateurs qui étaient arrivés comme ça de nulle part sans raison et que les gens étaient tellement cons qu'ils les ont laissés. Peut-être qu'ils ont forcé leur chemin là et qu'ils étaient sous contrôle de je sais pas quoi. Tu vois, c'est vraiment... Oui, Nico. Bah pour résumer, si vous, dans votre imaginaire, dans votre tête, quand vous pensez à l'URSS, vous pensez à une image en noir et blanc avec une neige sale et des gens bourrés dans la rue, bah c'est un peu ça. Voilà. C'est cette image-là, elle est ancrée dans votre esprit parce que c'était voulu comme ça. La réalité de l'URSS était différente. Il suffit que je vous montre les photos de l'enfance de mes parents, etc. Bah vous verrez des gens qui vivent et qui peuvent être heureux et avoir je sais pas, voilà, avoir une vie. Tu te souviens, Nico, on avait regardé le film Tetris il y a peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, un film qui raconte l'histoire de Tetris et ça se passe beaucoup en Russie et tout ça. Et effectivement, je me souviens que Nico était choqué parce qu'on voyait toutes ces images là, les gros bâtiments communistes, les étagères qui sont vides dans les épiceries et tout ça. Et Nico était outré, je me souviens, en disant c'était pas comme ça, arrêtez un petit peu. Donc c'était effectivement par contre les gars, moi je vais vous dire, moi j'ai été en Albanie à l'époque de dictature et en Albanie c'était comme ça. Et l'Albanie c'était du côté rouge de la carte, tu vois. Donc je sais pas comment tu sais Nico comment c'était à l'époque, mais moi de ce que je sais qu'il y a des bâtiments magnifiques en Russie, mais je sais aussi que il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être nostalgiques de la dictature en Albanie, mais ce sont généralement ceux qui ne l'ont pas vécu en fait. Ou ceux qui l'ont vécu en tant qu'enfant et qui n'ont pas senti la douleur, la souffrance et la responsabilité. Et je vois la même chose pour la Russie aussi. Donc moi, je ferai très attention à ça parce que j'appellerai pas un régime comme ça.
J'appellerais pas du tout un régime comme ça. Je tiens juste à souligner que dans le subconscient, l'image qui a été implantée dans le subconscient occidental à propos de l'URSS, elle est en inadéquation avec la réalité que vivaient les gens sur place. Alors, je dirais pas en inadéquation, je dirais qu'elle est incomplète. Je sais pas. Elle est incomplète parce que les bâtiments sales et les machins trucs du gouvernement, ça existait réellement. Par contre, ce que le narratif mainstream ne dit pas, c'est que oui, les États-Unis ont été peut-être les premiers à avoir marché sur la Lune, entre grosses guillemets, mais l'URSS a été le premier à envoyer un satellite à l'espace, à envoyer en orbite un humain, à envoyer en orbite un chien, un animal, une femme, et à envoyer un premier vaisseau non habité autour de la Lune. Il y avait plein de choses. Installer la première station spatiale. Toute la guerre spatiale, la Russie, elle a gagné 99% des combats. Les États-Unis, ils ont gardé seulement on est allé sur la Lune. Genre, c'est comme le dernier de la classe. Avec tout ce qu'il y a à en dire, quand même. Voilà, avec tout ce qu'il y a à en dire. Donc, mais juste pour reprendre ta remarque, au niveau du narratif, c'était peut-être pas non comme c'est dit dans les médias, mais ce qui est dit dans les médias existait par contre. C'est juste que peut-être ils se focalisent dans un aspect de la réalité, mais on va pas dire que ça n'existait pas. Faut pas passer à l'autre extrême, tu sais. Voilà, mais on n'a pas vécu forcément la même chose, l'Albanie et le RSS, mais là où je tiens à préciser, par exemple, là, actuellement, je retravaille dans l'éducation nationale. J'ai eu d'énormes difficultés et les bâtiments, ils sont tellement vétustes que là où sont logés les étudiants, les élèves, il pleut carrément sur leur tête dans les couloirs. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais déjà après la chute de l'URSS dans les écoles en Ukraine et je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des choses aussi dégradées. Et pourtant, c'était pas la période la plus glorieuse en plus de cette époque-là. Donc là, je vois de mon âge adulte quelque chose que je ne voyais pas là-bas. Et pourtant, dans le subconscient collectif, nous, on vit dans un pays civilisé, super avancé, machin, etc. Bon, et on s'imagine que les gens là-bas, ils étaient en train de manger les patates par terre. Hein? Vous vivez en Corse. Là, tu parles de la Corse. Hein. C'est aussi... un cas particulier. Moi, je voulais juste pointer du doigt, là, Léo, tu mentionnais la nostalgie d'une certaine jeunesse qui n'a pas vécu pour le communisme. Moi, enfin, en tout cas pour l'URSS. Moi, cette nostalgie, je la vois surtout dans la jeunesse occidentale, pour le communisme. Là, les jeunes de 20 ans qui viennent militer, tu vois, pour le communisme, je veux dire, ils ne s'en cachent pas, quoi. Non, mais il y a un peu de ça, mais il y a aussi cette nostalgie qui vient chez les intellos qui sont de l'Est et qui ont quitté l'Est et qui ont grandi à l'Ouest, tu vois, ils ont la même chose. Ils l'ont pas vécu et ils sont... Parce que ça soulève juste un truc, parce que c'est intéressant comme point de vue, là. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une grosse propagande vis-à-vis de l'Occident qui va à contresens de ce qu'on avait dans les années 60 et 80, c'est-à-dire une propagande pour le communisme. Alors dans la tête, si on a une vision simpliste des choses, on a la CIA, l'OTAN d'un côté, l'URSS de l'autre, et ça s'oppose, et les uns sont méchants avec les autres. Alors il y a comme un paradoxe apparent en fait, de dire bon bah attends, je comprends pas, si c'est la CIA et l'OTAN qui gouvernent le monde, comme on semble le dire depuis le début, pourquoi est-ce qu'on a cette jeunesse qui est sous influence qui a cette espèce de vision extrêmement positive du communisme? Et ben là, ça revient avec toutes les révélations et tout ce qu'on a fait en fait. Quelque part, il n'y a pas voir les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. C'est la vision qu'on donne pour les gens c'est la vision exotérique en fait. Voilà, c'est la vision exotérique de ce qui se passe. C'est l'explication simpliste qu'on donne aux masses parce que de toute façon, ils ont 5 minutes pour comprendre et ils n'ont pas envie de se prendre la tête, quoi. Non, mais derrière, ils ont besoin. Pour une cohérence de la réalité, ils ont besoin d'avoir une sorte d'équilibre. S'il y a une force d'un côté, il faut qu'il y ait une contre-force de l'autre. Tu vois, s'il y a Superman, il faut le super méchant derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, dans le narratif, pour maintenir une évolution qui tient, il faut que dans cette évolution, l'ennemi ait un héros de taille égale. Tu vois? Et donc, du coup, concrètement, ce qu'ils ont fait avec cette histoire-là, c'est donner le rôle de l'ennemi à l'URSS et donner le rôle du héros à l'Ouest. Et derrière le rideau, c'est la même team de marionnettistes qui tirent les ficelles, quoi, en fait. Et donc, du coup, revoir la série sur les révélations, la Prusse et compagnie. Alors, justement, sur la Prusse, etc., mais là, dans ce cas précis, j'aimerais revenir sur ça, Thierry, si tu veux bien.
les révélations qui viennent de la déclassification de JFK Files confirment au mot près et avec des preuves concrètes et non discutables tout ce qu'on avait vu ensemble dans ces 2 épisodes de la série Révélation, où on avait parlé justement de tous ces documents qui montrent l'ingérence étrangère des États-Unis à travers la CIA et avec la complicité du département d'État américain, des médias et de l'armée américaine sous déni plausible, sous couvert de déni plausible. On avait parlé dans ces 2 émissions de tout ça. Oui? Juste un truc, un petit point technique. Nico, est-ce que tu as des coupures, toi aussi? Moi, j'ai pas mal de c'est toi qui as. C'est moi. Okay, c'est toi qui as. Dites-moi si jamais je suis pas. Jusqu'à là, ça va. Il y a eu juste un tout à l'heure. D'accord. Ok. Alors, donc, ça, on avait vu ces choses-là, et là, on a une confirmation. Si vous prenez ces documents, vous allez voir que ces choses-là, elles sont bien réelles. Et ces choses-là, ça veut dire elles ont commencé de cette façon-là dans les années 60. Et cette infiltration, elle n'a pas été temporaire. Hein. Il n'y a pas écrit dans le document temporaire, il y a écrit pénétrer pour contrôler. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a des McDo partout, on utilise Facebook, on utilise Apple, on utilise des trucs américains. Donc, d'une certaine façon, leur mission a très bien fonctionné. Leur pouvoir aujourd'hui est 1000 fois supérieur à celui qui est sous-entendu dans ces documents-là. Et c'est ça qui est en train d'être révélé. Et on ne peut pas dire que non, ça, c'est pas important, je veux savoir qui a tué JFK. On sait qui a tué JFK. Et il faut avoir moins que 2 neurones, tu vois, genre le neurone unique qui ne peut plus interagir avec quoi que ce soit, pour croire la thèse officielle de l'assassinat de JFK. Et quand on regarde l'histoire, c'est pas compliqué de savoir qui l'a tué. Mais ces choses-là, par contre, on ne les savait pas. Et nous, même si on a cherché, eh ben, on a trouvé des choses, mais là, on en apprend encore plus sur les détails. Et surtout, on voit les documents concrets pour savoir que c'est bien vrai, que c'est pas juste une hypothèse de complot, c'est pas juste un complotiste.com qui a sorti une connerie ou un truc comme ça. On est dans les archives officielles de la CIA et on sort ces preuves-là. C'est pas rien. En fait, n'ignorez pas ce qui est en train de se passer là. Et ne dites pas que c'est un nothing burger ou je sais pas quoi, tu vois, comme certains... Parce qu'ils entre ont été tout ce qu'on a évoqué, la confrontation des blocs, etc., à la limite, certaines personnes, elles peuvent dire, ouais, de l'instant au service secret, supposons qu'ils agissent contre nos adversaires en notre bénéfice, bon, bah, c'est le rôle des services secrets d'un État. Voilà, globalement, de faire ça. Le plus grave, et le fondamentalement, ce qui discrédite tout un système qui a été mis en place avec les services secrets, c'est qu'ils sont devenus hostiles à leur propre État, à leur propre population. Quand ils assassinent un président démocratiquement élu d'un pays, ça veut dire qu'ils mettent une énorme claque à toute une population qui a voté pour lui et donc qui a voté, supposons, pour ne pas faire la guerre à l'URSS, pour ne pas faire la guerre au Vietnam, pour ne pas importer des drogues et des armes aux États-Unis, et bref, tout ce genre de choses. Donc, c'est là le point clé. C'est là c'est ça qui détruit en fait toute la légitimité de l'existence de ce genre d'institutions. Tu me donnes une bonne transition là pour justement vous donner un point de vue qui va être un point de vue partiel, hein, qui va pas couvrir tout ça, mais que je trouve intéressant en fait sur ce qui se passe. Parce qu'au final, ok, ça aurait été bien, on aurait bien aimé que les par exemple, il y a des rumeurs comme quoi George Bush père était impliqué, genre vraiment dans l'équipe qui aurait tué. Bon, ce genre de choses là, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas confirmées par les documents. Ok, et donc il y a une forme de déception. En plus, c'est des choses qui se sont passées. Donc maintenant, il y a quoi ? Il y a 60 ans. Donc il y a un petit côté très ok, c'est de la vieille histoire, c'est de l'histoire ancienne. Ok, donc si on prend ça juste par la couche superficielle, on peut comprendre la déception des gens. Maintenant, moi, j'essaye de me dire que tout ça, ça fait partie d'un processus et qu'on est au début de ce processus. Et il y a quand même un élément pour moi qui est extrêmement intéressant et qui pourrait répondre à la question de pourquoi ces déclassifications maintenant, si de toute façon c'est pour pas aboutir à une inculpation claire de qui que ce soit. Il y a un sujet qui n'a pas encore été abordé, c'est qui c'est qui a fait la tentative d'assassinat sur Donald Trump en Pennsylvanie là, il y a quelques mois. On le sait toujours pas. Okay. Justement, c'est pour ça les JFK Files, c'est pour montrer le pouvoir de la CIA qui peut défaire des présidents, y compris les leurs. Justement, c'est exactement là où je voulais en venir, Léo. C'est-à-dire, attends, juste laisse-moi terminer, parce qu'il y a un autre élément,
que moi je garde en tête depuis un petit moment. Donc en gros, hein, la thèse officielle, c'est qu'il y a un gars de 20 ans qui a pris à revers tous les services secrets, même si de toute façon il y avait plein de gens qui l'avaient vu, qui avaient pointé du doigt, attendez, il y a un mec qui monte là et puis il a l'air d'avoir des armes et tout ça, et que pendant 1 heure les gens n'ont rien fait, et que bah voilà, par un miracle en fait Trump a été genre miraculeusement épargné par ça. Bon, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais il y a un drop de Q qui c'est le drop 586. Je vous lis le début du drop et Léo, si tu veux, tu peux l'afficher. Donc 586. Ça fait un moment que je me le garde sous le pied celui-là et j'ai l'impression qu'il pourrait devenir pertinent dans pas longtemps. Que se passerait-il si des quel messages... numéro, pardon, 500 quoi 586. Ok. Je l'ai. Ok. Que se passerait-il si des SMS émanant d'un agent du FBI et destinés à plusieurs internes évoquaient l'assassinat éventuel du président des États-Unis ou d'un membre de sa famille? Que se passerait-il si ces SMS suggéraient que des alliés étrangers étaient impliqués? Pensez à ce qu'on a dit, notamment peut-être sur sur l'implication éventuelle, peut-être d'Israël, en tout cas comme beaucoup semblent insister là-dessus. Oubliez l'affaire de la Russie, ce n'est que le début. Faites attention à ce que vous souhaitez. Le monde tourne. Donc en fait, voilà, imaginez que effectivement cette tentative d'assassinat, donc là vraiment on est dans l'hypothèse, hein, contre Trump, n'ait pas été juste un lone man, un mec tout seul, un loup solitaire de 22 ans, mais effectivement a été organisé par des services secrets, par des membres de l'administration Biden ou que sais-je, pour empêcher Trump d'aller au pouvoir, et on pourrait comprendre les motivations qu'il pourrait avoir derrière. Ok ? Si jamais tu arrives en disant « Ah, regardez, j'ai des preuves que ça existe », ok, le choc est trop gros. Mais non, attends, c'est pas possible quand même. C'est le FBI, on sait qui ou la CIA, on sait qu'ils sont quand même pas tout propres, mais quand même qu'ils essaient de tuer un président. Ouais. Pas à ce point. Là maintenant, on va se taper 2-3 semaines de JFK Files, si y a pas autre chose qui arrive entre temps, hein, où les gens ils vont décortiquer tout ça et ils vont commencer à faire le genre d'analyse que nous on est en train d'avoir ici autour de cette table. Au bout de ces 3 semaines-là, je pense que la possibilité que oui, des membres du FBI pourraient discuter de la possibilité d'assassiner un candidat ou un président des États-Unis aurait beaucoup plus de poids. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de faire ça, enlever l'effet choc et on n'y croit pas parce que c'est trop gros, avec des vieilles affaires qui se sont passées il y a 60 ans, où finalement il y a beaucoup moins d'émotionnel, parce que JFK ça fait 60 ans et que voilà, et bon, voilà. Peu de gens vivants encore l'ont connu, et qu'une fois que ça c'est digéré par ces gens-là, et ben tu passes avec la deuxième couche de tentative d'assassinat par le FBI et la CIA contre Trump. Tout en ayant le nom Kennedy de ton côté, en ayant un Kennedy à tes côtés. Exactement, ouais. Point de plus que j'avais pas pris en compte, mais ça boucle bien en fait. Donc là, on est vraiment dans l'hypothèse, mais en tout cas, moi, si je devais envisager une suite, c'est peut-être faire ça que j'irais, quoi. Je dois préciser, les gars, il nous reste beaucoup d'émissions encore. Juste parce qu'on est en train de s'étaler dans les conversations. C'est pas la dernière. Et on n'est même pas à 30% là, tu vois. Okay. Et il est 21h. Donc, la prochaine, opération Mangouste et sabotage agricole. Ici, on va voir un petit peu la capacité de la CIA d'aller au-delà des lois morales pour mener ces guerres. Les dossiers de l'opération Mangouste montrent comment la CIA procède pour changer les régimes politiques qui ne servent pas leurs intérêts. La CIA et l'armée américaine ont tenté de changer de régime à Cuba au début des années 60. Après la baie des cochons, la CIA a lancé l'opération Mangouste pour renverser Castro en provoquant une révolte. Ces dossiers montrent comment la CIA a eu recours à la guerre psychologique, à la manipulation des médias, à l'espionnage, à la pression économique, au contrôle ciblé des hommes politiques cubains, à des actions secrètes, et ces documents mentionnent même des activités de marché noir. La diffusion du magazine Time et l'utilisation par la CIA de sous-marins de la marine. Encore une fois, source originale, les documents ils sont là, donc on va évoquer les suivants. D'accord ? Okay. La CIA est incontestablement engagée dans des changements de régime. En gros, dans ces documents, ce qu'on peut voir, c'est comment la CIA pousse à changer des régimes, à provoquer des révoltes en créant des crises. D'abord, il crée une crise, qu'elle soit humanitaire, financière, je sais pas, sanitaire. Il crée une crise, ok ? Et avec cette crise, ils mènent leur solution à eux,
qui est plus facile que celle que le gouvernement en place propose. Et après, ils disent à la population, vous voyez, la solution, c'est lui. Sauf que lui, c'est quelqu'un qui est mis là par les Américains, en fait, par la CIA. Okay. Après, je ne sais pas si ça faisait partie déjà du playbook à l'époque, mais aussi tu payes des milliers de manifestants pour aller manifester et pour aller exprimer leur désaccord. Tu as des images qui te montrent que regarde, justement, on a le soutien populaire, etc., etc. Putain, je suis en train de boire un thé. Là, c'est un truc genre pomme cannelle, tellement bon. Waouh. Pardon, excusez-moi. C'est pour ça que j'arrête pas de boire là. Donc, en gros, la CIA provoque des révoltes pour renverser des régimes. Quelle surprise! Là, il y a les documents qui le prouvent qu'ils l'ont fait à Cuba, d'accord? La CIA est incontestablement engagée dans des changements de régime depuis des décennies et qu'elle utilise à chaque fois le même scénario. Quelle preuve avons-nous pour suggérer que la CIA a jamais cessé ses activités? Ce que tu demandais à Rudy tout à l'heure. Cette question est également très pertinente pour la guerre en Ukraine. Pour ceux qui connaissent le coup d'État de Maïdan et l'implication de la CIA et du département d'État ukrainien en 2014, Niland, Piat, etc. Si la CIA était engagée dans un changement de régime à l'époque, peut-on supposer qu'elle l'est encore aujourd'hui? Et qu'en est-il du sabotage agricole? Parce que ça, c'est quand même hyper grave. Hein. Attendez. Il y a le sabotage agricole. Mais avant, on va parler juste de ça vite fait. Ce genre d'actions sont illégales selon la loi internationale. Parce qu'en fait, ici, on va voir que dans ce document, écoutez les extraits, là, je vais vous traduire. Le général Carter a insisté pour que, en ce qui concerne le numéro 22, donc les émissions sous-marines, le général Lansdale ait plus de latitude pour élaborer d'autres possibilités de tromperie. Le mot tromperie, tu vois. Le général Carter a estimé qu'il fallait déterminer jusqu'où les États-Unis étaient prêts à aller dans leurs actions de harcèlement économique. Genre, quelle est votre limite morale, quoi? Les amis qui regardaient les émissions, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas si je suis en live, parce que vous êtes en train de faire le bling-bling, là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, je vais fermer Telegram, pardon. Hop, ne m'écrivez pas, s'il vous plaît, si je suis en train de faire une émission, sinon, je fais ce que je fais là, c'est-à-dire quitter Telegram. Donc, le général Carter a estimé qu'il fallait déterminer jusqu'où les États-Unis sont capables de chuter moralement, tu vois. Il a souligné que les opérations de sabotage telles que celles prévues au point 27 ne seront pas elles-mêmes particulièrement efficaces pour anéantir l'économie cubaine. Le groupe s'est ensuite penché sur le numéro 32. Le numéro 32, donc différents plans sur comment faire pour détruire le Cuba, pour mettre en place le leur, tu vois. Et le numéro 32, apparemment, il était intéressant pour eux. Le général Carter a souligné l'extrême sensibilité de toute opération de ce type et les résultats désastreux qui résulteraient d'un échec, en particulier s'il était évident que les États-Unis en étaient responsables. Il mentionne en particulier la possibilité de produire des récoltes déficitaires. Donc ça veut dire abîmer la récolte. Voilà. Ouais, faut organiser des familles. Des échecs par l'introduction d'agents biologiques qui sembleraient être d'origine naturelle. Des fausses famines qui disent « Ah, c'est de la nature », mais en fait, non, c'est eux qui mettent des éléments chimiques dedans. Et voilà. Monsieur Bondi a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas d'un tel sabotage qui pourrait être clairement présenté comme le résultat d'une désaffection locale des Cubains ou d'une catastrophe naturelle, mais que nous devions éviter les activités externes telles que la libération de produits chimiques, etc. En gros, la question qu'il se pose, ce n'est pas est-ce que c'est moral d'affamer une population pour la pousser à la révolte. C'est est-ce qu'on va se faire griller si on le fait. Et le gars, il dit non, on ne va pas se faire griller si on le fait, alors on le fait. Et avec l'opération Entre parenthèses, on a zigouillé combien de poulets dernièrement, là, sous prétexte de la grippe, je sais pas quoi, là, de la grippe du poulet. Je crois qu'il y a eu 8 millions de poulets qui ont été dézingués par Biden juste avant de partir. Et qui creuse une grosse crise dans la production d'œufs et compagnie. Donc, même question. Qu'est-ce qui vous fait penser que la CIA aujourd'hui ne continue pas avec exactement les mêmes méthodes, en fait? Mais vous vous rendez compte? Si la CIA est capable d'affamer les populations, empoisonner les sols et la nourriture dans l'objectif de détruire un ennemi, ce qui est totalement illégal hein, selon les lois internationales, etc. De quoi d'autre la CIA est capable pour mener ces opérations? Jusqu'où ils sont capables quand ils sont au pied du mur comme ils le sont maintenant? Parce que maintenant ils sont exposés. À l'époque ils étaient tranquilles, hein, tu sais, personne ne regardait. En tout cas, voilà. Entre parenthèses, moi ce que j'ai vu là très très récemment, c'est que vous entendez
Vous allez voir, ça va aller un peu dans ce sens. Vous entendez parler de cessez-le-feu, que l'Ukraine elle est d'accord, la Russie est d'accord, mais avec des nuances, etc. Et figurez-vous qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas attaquer les structures énergétiques. Bref, ils se sont mis d'accord sur quelque chose. Par contre, la partie ukrainienne a bombardé à nouveau des objets qui sont sous, vous savez, voilà, qui tombent sous la protection, sous le protocole atomique russe, nucléaire russe. Donc, oui, ça arrivait hier. Une nouvelle provocation, ouais. Une nouvelle provocation. Vous voyez, ça c'est un nouveau all-in. C'est-à-dire que vont-ils le faire? Vont-ils appuyer sur le bouton ou pas, tu vois? Voilà. Et là, allez, on renverse la table et tout vole en l'air et c'est parti mon kiki. Tant pis pour les conséquences. Donc, ça veut dire que cette histoire flippante qui est en train de flotter au-dessous de l'humanité en ce moment, cette guerre nucléaire et tout ça, est une conséquence. C'est comme du chantage qui faisait les services de renseignement, en fait, à tous ceux qui ne veulent plus jouer le jeu. C'est soit vous allez faire ce qu'on vous dit, soit on va déclencher une guerre mondiale à travers les protocoles. Tu vois? Moi, je vois ça comme du chantage. Je vois ça comme ça. Donc, mais bon, allez, on avance, les gars, parce qu'on a dit qu'il faut qu'on avance. La guerre secrète de la CIA, parce que c'est pas fini, hein. L'opération Mangouste, ça sort de ces documents-là. On apprend toutes ces choses-là, on apprend la morale de la CIA qui est inexistante, en fait. Ils peuvent affamer les populations, provoquer des révoltes, ils n'en ont rien à foutre de la souffrance humaine, absolument rien du tout. Donc ça, il ne faut pas ignorer, c'est dans les documents, maintenant, il y a des preuves officielles sur l'attitude de la CIA et de leur aspect psychopathe, en fait. Donc maintenant, on va à un autre aspect. La guerre secrète de la CIA. La CIA opérait essentiellement dans le monde entier pour lutter contre l'influence soviétique. La France est mentionnée comme cible d'infiltration dès le début des années 60. Qui était à l'époque? De Gaulle. Voilà. De Gaulle. Mais qui a suivi? Le dernier vrai président français, De Gaulle. À partir de là, tous ceux qui l'ont suivi, ils étaient sous le contrôle américain. D'après, si je dis pas de bêtises, c'était Pompidou qui était un Rothschild. De la banque Rothschild. Voilà. Parallèle avec aujourd'hui, encore une fois. Donc, la France était une cible depuis les années 60, depuis le début des années 60. Quelques diapositives plus loin, il est question d'une réunion d'information avec le directeur de la CIA, Dulles, informant le Conseil que la CIA contrôle Radio Free Europe, l'Institut afro-américain et divers autres groupes de travailleurs et de jeunes. La CIA contrôlait les médias et des groupes comme les Black Panthers pour organiser des manifestations. Donc ça veut dire que la CIA utilisait des groupes paramilitaires ou des groupes engagés pour mener à bien leur mission sans qu'ils se mouillent. Tu vois. Et moi je dis penser à Antifa et à BLM. Et moi, je te dis, pense à Daniel Cohn-Bendit, puisqu'on parle de la France. Tu vois, comment expliquer qu'un type qui a dit ouvertement à la télévision, devant tout le monde, la vidéo encore sur YouTube, qu'il aimait bien tripoter des enfants de 4 ans, se retrouve encore au Parlement européen, invité dans toutes les télévisions, n'a jamais eu aucun problème et tout ça. Alors, clairement, le mec était un agent de la CIA qui était, qui a été payé pour renverser le régime de Gaulle et compagnie, quoi. Donc, en fait, il te donne de l'impunité pendant 40 ans. Pour corrompre les valeurs morales françaises. Aussi, oui. Parce que c'est en corrompant les valeurs morales que tu as la véritable conquête d'un pays. Et les valeurs morales de la France de l'époque, c'est plus du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus que les restes théoriques qui restent, mais dans la pratique, il n'y a plus rien. Donc, le président JFK se présente ensuite à la réunion d'information et suggère que les programmes d'action secrète de la CIA sortent du cadre de la mission principale de collecte de renseignements de la CIA et ne valent pas l'argent du contribuable. Donc, JFK, il a dit, OK, vous faites tout ça, les gars, mais ça, c'est de la merde. Moi, je finance pas ça. Ciao. Il a dit, il a fait un doge. Voilà, il a fait exactement. C'est pourquoi la CIA n'aimait pas JFK. Il était au courant de leur manigance et essayait de les faire cesser. Encore une fois, la source originale du document, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous l'avez ici. Donc, on est en train d'analyser justement toutes ces choses-là, différentes opérations, avec des rencontres, avec... Vous avez tous les détails dans ces pages-là. Et je vous ai traduit un extrait justement de celle-ci en particulier.
Réunion du 15 mai 1961, extrait des procès-verbaux de réunion du Conseil consultatif du président sur le renseignement extérieur concernant les actions secrètes. Tous ces trucs-là se passaient vraiment en secret. Les médias mainstream à l'époque, ils montraient des films et des trucs avec des ovnis et tout ça, tu vois, c'était... voilà. Réunion du 15 mai 61, le directeur de la CIA, Alan Dulles, principale activité de la CIA, concernant les actions clandestines, Dulles a suggéré que le Conseil examine l'avenir des relations entre la CIA et les activités paramilitaires. Il a exprimé l'opinion que les opérations paramilitaires ne devraient pas être conduites par la CIA. Il a recommandé au Conseil de se pencher sur les organisations à écran utilisées par la CIA, y compris le RFE, Radio Free Europe, donc le REA, l'Afro-American Institute et divers groupes de travailleurs et de jeunes. Dulles a été interrogé sur l'impact de supprimer la responsabilité paramilitaire de la CIA. Donc il y avait des audiences comme celle qu'il y a en ce moment avec Trump, tu sais. Il a répondu que cela ne réduirait pas significativement le budget ou le personnel de l'agence en raison des activités menées par la division blablabla. Blablabla. À cette occasion, le Dr Land a été choqué et indigné d'apprendre que Radio Free Europe était en réalité une organisation écran de la CIA. Monsieur, voilà. Quelle surprise! Monsieur Clifford était membre du conseil d'administration du RFE depuis 3 ans, a déclaré qu'il ignorait totalement son lien avec la CIA. Infiltration. Que travailler pour la CIA, moi. Pardon. Non, mais peut-être c'est vrai. Hein. Ce que je veux dire, non, c'est attends, c'était il y a 60 ans. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Il faut s'imaginer un petit peu que... Non, mais même aujourd'hui, je suis certain qu'il y a toujours les mêmes directeurs de rédaction, les journalistes, etc. Ils s'en foutent rien pour qui ils bossent. En fait, ils sont dans une espèce d'ambiance, une espèce d'atmosphère où il faut parler mal de la Russie, où il faut soutenir tel discours et démentir tel discours. En fait, ils sont aussi dans un contexte où ils discutent justement de ces plans-là. Hein. On est encore dans la partie secrète, là. Le président du conseil, Killian, a nommé une équipe composée de lui-même, Murphy, Langer et Taylor, pour étudier dans quelle mesure le gouvernement devrait être impliqué dans les activités politiques, psychologiques, de propagande et paramilitaires. Ils ne te disent pas s'il devrait être impliqué ou pas, mais à quelle mesure il devrait être impliqué. Donc, il doit être impliqué. Le JFK, en gros, par la suite, il dit il est inquiet sur le coût élevé, les risques des opérations clandestines. Il a souligné que ces actions détournaient la CIA de sa mission principale, et etc., etc. Bref, le président Kennedy a ajouté qu'hormis pour le Laos et le Cuba, il ne possédait pas une connaissance approfondie des autres opérations clandestines menées par la CIA. Bien sûr, il ne va pas déni plausible et tout ça, on avait parlé. Mais vous voyez... Déni plausible, oui et non. Est-ce que, parce que, alors oui, c'est possible que ce soit du déni plausible. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi peut-être une preuve, et ça a l'air d'être ça finalement le message de toute cette analyse que tu viens de faire, c'est que en fait la CIA est complètement hors de contrôle. En fait, la CIA est hors de contrôle. Elles ne rend des comptes à personne. Là, une fois de temps en temps, t'as le président qui arrive. Alors vous êtes sûrs les gars, parce qu'au niveau du budget, je sais pas. Mais en fait, ils ont pas un agenda. Ils ne répondent à aucune mission qui leur est imposée par, on va dire, une gouvernance démocratique. Voilà. Voilà. Alors, on fait une petite conclusion rapide. Il n'y aura pas de document officiel de la CIA disant « Nous avons tué JFK ». Il y a juste une accumulation de preuves que la CIA était engagée dans des activités criminelles insondables, notamment l'ingérence étrangère, la guerre biologique, la guerre politique, la guerre psychologique, le contrôle mondial des médias, assassinat, activité du marché noir, trafic d'armes et de stupéfiants, etc., etc., etc. La raison pour laquelle Trump voulait déposer ces dossiers sur JFK, c'est à cause des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. Trump essaye d'éduquer les masses sur la façon dont le jeu est joué afin qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On avait parlé de beaucoup de choses qui vont éclaircir votre compréhension de ce qu'on vient d'aborder avec cet épisode-là, Révélation 1, les barons voleurs. Allez jeter un coup d'œil et la série Révélation, vraiment, elle a posé les bases. Si vous les avez vues, vous allez très vite comprendre les révélations en cours. Si vous les avez pas vues, voilà quoi, on va devoir réexpliquer tout. Voilà, allez regarder ça parce que je pense pas qu'on va juste petit aparté, dernièrement je parlais avec Gab, tu connais Nico, Gab qui vit à Nice, et il me dit excuse-moi, moi vos lives je les regarde pas, la seule chose que je regarde c'est la série Révélation. Je me suis dit
Ça va faire plaisir à Léo, ça. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui ne s'intéressent pas à l'actualité, qui s'intéressent à ces analyses, et voilà, ça fait plaisir. Cool, parce qu'il reste à peu près, je crois, 99 épisodes de la série Révélation. C'est pas mal. Parce que tu as planifié, évidemment, dans ta tête, t'as un planning. Et ouais. Entre parenthèses, et c'est pas parce que ça n'a pas été abordé que si jamais il y a des preuves critiques qui sortent, qu'on n'abordera pas le lien possible du Mossad dans toute cette histoire. Parce que tu dis qu'il faut être complètement débile pour savoir... On attendra le bon moment. On attendra le moment où on aura, c'est-à-dire les choses... En fait, c'est comme globalement... On travaillera avec le document officiel. On a cherché tout. Même là, j'ai pas parlé des sujets que je pouvais pas vérifier moi-même. Tu vois, il y en avait plein des sujets, mais je pouvais pas les vérifier moi-même. Il fallait que je fasse confiance aux auteurs. Et je dis non merci. Il y a moins de sujets, mais ils sont vrais ceux-là, tu vois. Et donc, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup, mais voilà, on va finir cette conclusion et pour passer au sujet suivant quand même. Les dossiers JFK sont un aperçu détaillé de la stratégie de l'État profond. Ils montrent comment l'État profond opère et ce manuel est encore utilisé aujourd'hui. Il s'agit d'une connaissance nécessaire pour le public lorsqu'il s'agira de révéler qui a tenté d'assassiner Trump, ce que Rudy disait tout à l'heure, mais aussi qui a créé le Covid, qui a armé, entre guillemets, les médias et qui a mené le changement de régime en Ukraine. Parce que si jamais guerre mondiale il y a à cause de l'histoire en Ukraine, eh ben c'est lui qui a déclenché la guerre, il sera responsable de toute la guerre. Ok? Donc, c'est important. Cette déclassification n'arrive pas par hasard. Ils ont commencé avec JFK pour une bonne raison, malgré le fait qu'on n'apprend pas beaucoup sur l'assassinat de JFK. Il devient le contexte pour déclassifier les méthodes obscures de la CIA et pas que. On apprend vraiment beaucoup de choses. Donc, on peut dire que ces documents qui sont toujours en cours de déclassification, ils contenaient beaucoup de révélations dedans. C'est juste, encore une fois, les médias mainstream et notre impatience nous ont manipulés pour avoir des attentes spécifiques on va voir un document qui dit JFK a été tué par la CIA. Tu vois, ça, il n'y aura pas. Par contre, ce qu'il y aura, c'est la confirmation de tout ce qu'on a vu ensemble dans la série Révélation, et c'est pour ça que ça s'appelle la Révélation. Et jusqu'à là, les gars, vous vous rappelez de la série Révélation, les épisodes? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dit, qu'on n'avait pas abordé de tous les sujets mentionnés ici? Non, c'est vrai que tout était abordé, du rôle de la CIA. Moi, ce que je trouve très très pertinent, c'est effectivement de la série Révélation permet de sortir de cette espèce de polarisation du camp de l'Ouest contre le camp de l'Est, le camp du bien contre le camp du mal, et de se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est une grosse pièce de théâtre, en fait. Voilà. Ouais. On regarde un film. On regarde un film, comme diraient certains.